D'abord, je suis frappé par le fait qu'en effet, il y a une espèce de fascination pour certains espaces publics, notamment un croisement entre artistes et espaces publics depuis 40 ans maintenant. On voit ce qu'en font Buren, ce qu'en font Bill Viola, ce qu'en font Eliasson. Et ce qui me frappe, c'est que ces espaces publics ne voient les artistes intervenir que quand ils sont anciens. C'est-à-dire qu'il y a un réactif. Vous prenez le Palais Royal avec Buren. Il y a un réactif qui fait que ce mélange se fait. Je le vois beaucoup plus rarement, et c'est significatif, Jamson l'a signalé, sur les espaces publics modernes, pour autant qu'il y ait des espaces publics modernes. C'est la première réflexion. Deuxièmement, ces espaces publics, notamment à Paris, un peu extraordinaires, est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'on les reconnaît bien? Est-ce qu'on les analyse bien aujourd'hui? Moi, vous avez une image de la place de la République, concours que j'ai perdu et qui a été gagné par l'agence TVK, qui est un projet d'ailleurs une assez grande réussite publique, projet qu'on peut discuter sur son écriture ou son esthétique, mais c'est une réussite publique formidable. Et moi j'ai mis le regret, non pas que je trouve que le projet qu'on avait fait était moins bon, mais cette place était ornée de fontaines extraordinaires avec des tritons en fonte, etc., qui ont disparu et que moi-même j'avais cassé dans le projet, bien, en essayant de faire un truc branché, contemporain, etc. Je ne sais pas si on lit bien l'espace public 18e, 19e Paris. Vous vous souvenez de cette intention un peu fugace qu'avait eue la ville de Paris de construire des hôtels de luxe et des HLM sur l'avenue Foch. C'était une bêtise, évidemment. Avec Michel Courajou, on avait écrit à Anne Hidalgo en disant « Mais écoutez, est-ce que vous avez bien réfléchi ?» Donc, vous voyez, mon erreur à moi, je trouve un espace haussmannien avec des sculptures, des détails qu'on ne saurait plus refaire et je m'empresse de les effacer. Et puis, l'erreur de la ville de Paris, me semble-t-il, qui est de dire que ces espaces ne comptent pas. Bien, alors, je sais que la ville de Paris est plus prudente aujourd'hui sur ce thème de l'avenue Foch, mais troisième réflexion, cet espace public dont vous voulez parler dans ce cycle, il implique une certaine solidité. C'est du vide et c'est du solide. C'est un espace dialectique très, très étrange. Et c'est une des raisons pour laquelle il est en crise aujourd'hui. Non pas simplement à cause de la montée de l'automobile, de l'urbanisme moderne et de Le Corbusier, mais me semble-t-il pour deux raisons sur lesquelles je reviendrai, bien que tout le monde patauge un peu là-dessus. La première, c'est le numérique. Le numérique est admirable, mais il est soustractif par rapport à la solidité. Il enlève de la matière, il volatilise les choses, il fabrique de l'éphémère, il fabrique du flux, mais il se défie du solide, en tous les cas. C'est très clair au niveau des investissements, si vous voulez. Les investissements actuellement dans la partie numérique qui est appliquée aux villes sont à peu près 500 fois supérieurs à ceux qui sont appliqués à l'espace physique actuellement. Bien. Deuxième raison, elle est plus profonde, c'est qu'en même temps que nous voulons des métropoles, nous ne les voulons pas. Et c'est toute la montée de l'écologie qui est une chose très étrange, cette écologie urbaine qui transforme tout en salade et en eau paysagère un peu partout, en arbres qu'on plante en veux-tu, en voilà, ou en bâtiments qui se verdissent. C'est assez étrange de voir ce phénomène se développer au moment où la métropolisation s'affirme elle aussi. Donc je crois qu'il y a ces éléments font qu'on a du mal à penser et surtout à assurer la présence d'un espace public aujourd'hui. Alors je reviendrai sur ces points, mais la question que je voulais poser, c'est quand on fabrique de l'espace public, quand on lit l'espace public, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve déposé comme génération successive en matière d'idéalité, en matière de pensée? Je crois que on y trouve d'abord des lieux. Alors,
ce terme employé par Guillaume Solène, vous savez qu'il a son anthétype avec les non-lieux, le livre de Marc Auger, qui soulignait qu'on était dans un monde qui fabriquait plus de non-lieux que de lieux. Ce lieu, ce sont des espaces, ce sont des chambres, ce sont des rues, ce sont des places, ce sont des choses qu'on peut définir, qui ont une frontière, qui ont en général plus ou moins une limite, tout de même bien. Et je crois que ça fait partie d'un des héritages de ce que nous appelons espace public. Actuellement, vous avez la Société du Grand Paris qui, après, ou dans la dynamique du Grand Métro, lance un appel d'offres sur les places du Grand Paris, en demandant à des économistes, à des architectes, à des paysagistes de lui dire bon, mon métro sort là, il va sortir dans 68 ou 66 stations dans Paris, comment je fabrique des places? C'est ce problème de la solidité du vide. D'où est-ce qu'il vient, ce problème? Alors, je crois qu'il vient d'assez loin. Il faut remonter plus loin que les villes médiévales. Il faut remonter à l'effondrement des villes de l'ère méditerranéenne après les invasions sur Rome, c'est-à-dire 3e, 4e siècle. Les villes s'écroulent, les villes, un peu comme aujourd'hui avec les écolos, se couvrent de champs, comme on se remet à cultiver des salades, des tomates, etc. Les porcs se baladent dans les rues, et surtout on commence à les clore, parce qu'il y a un danger éminent qui apparaît absolument partout. Cette tradition des villes fermées, des villes avec des murs, des villes avec des frontières, au fond, c'est l'image que nous avons de la ville. C'est une image qui se solidifie dans l'iconographie au 9e, 10e, 11e, 12e siècle. On voit très bien toutes ces images de villes comme ça, qui sont comme des châteaux. Pas encore comme des forteresses, mais comme des châteaux comme ça. Bien. Des villes-objets, si vous voulez. Bien. Ce thème de la ville-objet, si on suit un peu l'iconographie, cette ville qui se définit par son extérieur, par son rapport au paysage, par sa clôture, il se modifie lentement. Vous pouvez prendre un cycle narratif ou iconographique, par exemple, comme les Annonciations. On voit très bien quand on regarde le cycle, l'évolution de la manière dont les Annonciations sont peintes ou dépeintes entre XIIe et XVe siècle, on voit que ces annonciations font pivoter ce thème. C'est-à-dire que la ville qu'on regardait du dehors, dans les peintures du XIIe siècle par exemple, on commence à la voir du dedans. Non seulement on la voit du dedans, mais ces murs s'effritent, s'effrange. On commence à travers les murs à voir des paysages au loin, etc. Donc il y a une espèce d'inversion de la manière dont on regarde la ville à cette époque. Déjà une fragilisation de cette notion de clôture. Bien, ça c'est une première étape vous voyez ça dans l'Annonciation de Vinci, par exemple, très bien, où vous avez bien sûr la colombe, l'archange, la Vierge, et tout ça est sur un dallage absolument magnifique, et on voit au loin un mur entrouvert, et puis derrière le mur il y a des cyprès, derrière le cyprès il y a une rivière, derrière la rivière il y a un paysage. Bien. Donc les choses pivotent un peu comme ça. C'est une première chose, premier signe de fragilisation de l'idée que la ville est définie par sa frontière, par ses limites. Bien. Et deuxième chose qui est très importante, qui apparaît un petit peu après, vers le XIVe siècle, c'est l'idée que ou plutôt la question se pose de savoir si la ville n'est pas quelque chose de fermé, si la ville n'est pas un caillou ou un château, qu'est-ce que c'est? Comment la définir? Bien. Et une réflexion va se développer qui consiste à dire que la ville se définit au fond par la rencontre. Par la rencontre. Et c'est-à-dire par des lieux, par une multiplicité de lieux qu'il faut définir, auxquels il faut donner une forme, etc. Et la grande référence à cette époque-là, et plutôt ce qui est théorisé à cette époque-là, notamment par Albertis, c'est l'idée que la ville peut s'assimiler à une maison. Bien. Et que comme une maison, elle a une antichambre, des chambres, des couloirs, des recoins, des cagibis, des choses comme ça, etc. Et bien sûr, on peut y faire la fête, on peut y faire des carnavals, on peut avoir des marchés, on peut avoir des marchands, on peut avoir des rencontres, on peut avoir des rendez-vous, etc. L'idée que la ville, donc, n'est plus un bloc
mais est une maison qui se définit par les espaces qu'elle s'est agencée à l'intérieur d'elle-même, une idée qui va devenir très forte à partir de cette époque-là. C'est toujours la nôtre. C'est la question que pose la Société du Grand Paris quand elle nous demande d'imaginer les places à la sortie du métro. C'est la même chose. Bien. Évidemment, c'est lié à la culture médiévale, ou plutôt la culture antique, puisque c'est un modèle, cette idée que on fabrique un lieu où l'on peut déposer, au fond, des adresses, où l'on peut fabriquer des rendez-vous. C'est lié aux arts de la mémoire. Vous savez que les arts de la mémoire développaient cette idée, notamment dans la tradition latine, que pour se souvenir, il faut se représenter des lieux. Bien, et que dans ces lieux, on dépose des idées, on met un nœud à son mouchoir, et puis on lie le lieu à la chose dont on veut se souvenir. Bien, donc c'est ça, c'est dans ces modèles des arts de la mémoire qu'on trouve cette idée qu'on peut décomposer la ville en fragments de vide, intérieur. Donc l'idéalité, ça va être de fabriquer une ville qui ne se définit plus par ses contours, mais qui se définit par ses lieux. Je crois que on est tous héritiers jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la place de la République, de cette idée qu'il y a une certaine solidité du vide qu'il faut fabriquer. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, et que si aujourd'hui, avec Vinci, Eiffage, Nexity, j'avais à fabriquer la place de la République, avec des bâtiments modernes, contemporains autour, j'aurais du mal à atteindre la richesse de ces lieux classiques. Alors pourquoi est-ce que j'aurais du mal à atteindre? Parce que ces lieux sont définis non pas par des contours eux-mêmes francs, mais par une architecture ou un rapport à l'architecture qui est extrêmement dialectique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine porosité de l'architecture qui fait que les lieux ne s'arrêtent pas à leur limite première, mais sont des lieux profonds, d'une certaine manière. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on réfléchit, par exemple, au problème du palais à cette époque-là, le palais, bien sûr, c'est une façade. Elle peut impressionner, elle peut garder des traces guerrières avec de grands soubassements, des cailloux géants, etc., etc. Mais profondément, un palais, c'est quelque chose qui obéit à la tradition de la domus, de la maison romaine, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on entre, où il y a des étapes, il y a l'atrium, il y a les alae, il y a les tabliniums, etc. On va au fond vers un jardin. Et puis il y a même des sortes de palais différents, ou des sortes de maisons antiques différentes. Il y a des maisons dont les cours sont allongées dans le sens de la profondeur. C'est très courant. Prenez les grands halls des immeubles haussmanniens du XIXe siècle, près de la place de l'Opéra. Quand vous entrez là-dedans, c'est l'idée que l'atrium est une espèce de hall d'entrée, comme ça. Et puis vous avez des maisons dans la tradition étrusque, ou dans la tradition dite grecque à l'époque, dont les halls sont plutôt perpendiculaires à la façade. Alors là, vous allez près de l'Odéon, et vous regardez les écoles de médecine de Gondouin, par exemple, avec sa colonnade, et cette grande cour qui est perpendiculaire à la façade, et puis après la cour, il y a l'amphithéâtre, etc., etc. On peut dire la même chose du théâtre, qui est un espace urbain qui est retourné comme un gant, etc. Et puis on peut se dire que ce retournement se retourne même, puisque c'est l'époque où on commence, de manière métaphorique, allégorique, à apporter des éléments de nature dans les espaces. C'est-à-dire qu'on va chercher au dehors des choses qui appartiennent au monde sauvage, on va les ramener dans la ville. Regardez, alors c'est toutes les traditions du Bernin. Regardez la barque du Bernin à Rome, regardez l'éléphant du Bernin à Rome, regardez le Nil, la fontaine de la place Navone, etc., où on amène quatre fleuves, etc. Des choses qui n'ont rien à faire dans la ville, a priori, et qui s'y retrouvent. Donc, vous voyez que je crois on parle d'espace public, on a tous en tête, au fond, cette défaite de la ville fortifiée, ou de la ville caillou, au profit d'une ville dont Christian de Porzampar dit qu'elle est marquée par les creux. Bien, comme un sculpteur, quand il sculpte la matière, on va créer des creux dedans. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a cet héritage
qui a été mis en crise par le mouvement moderne, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on fabrique des objets et qu'on les conçoit comme des objets dispersés, c'est beaucoup plus difficile de fabriquer ces chambres ou de fabriquer ces intérieurs, mais voilà, on a tous cet héritage en tête. Et quand Buren vient faire son bonbon créma, d'ailleurs magnifique, à l'intérieur du Palais Royal, il prend plaisir à le faire dans un lieu de ce type, à mon avis. Voilà. Première couche, donc première strate qui définit les espaces publics. La strate d'après, elle est liée à un cycle un peu... Alors, ce cycle-là, il faudrait l'affiner, mais il y a très peu d'études là-dessus pour la période baroque. La période baroque, c'est évidemment la période où on se donne comme objectif de rendre cet intérieur infini. C'est-à-dire, c'est ce que raconte Deleuze avec le thème du pli, bien sûr, c'est-à-dire de le complexifier à des échelles de plus en plus petites ou de plus en plus fines, de manière à faire un peu l'inverse de ce que nous fabriquons aujourd'hui avec nos villes étalées dans le monde entier. C'est au contraire de chercher l'infini dans le grain le plus fin de la vide. Bon, alors, cette période baroque, malheureusement, il y a si peu d'études convaincantes dessus que je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, et puis c'est très compliqué, en outre. Bon. Mais enfin, ça fait partie du même cycle, d'une certaine manière. Et puis, il y a un autre cycle qui s'ouvre à partir de la fin du XVIIe siècle. C'est celui du capitaine Nemo, du Nautilus, de Jules Verne, même si c'est 2 siècles après. Comment est-ce que ça commence ? Ça commence par 2 choses. Une lente révolution qui a trouvé un seuil absolu aujourd'hui, qui est la révolution de l'accélération. C'est-à-dire qu'on commence à se demander si on ne pourrait pas cesser d'être local, bouger, et bouger plus efficacement, plus vite qu'on ne le faisait jusque-là. Bon. Alors c'est la révolution qui va être la révolution des routes, qui va être la révolution des canaux, puis la révolution des chemins de fer, puis etc., etc., etc. Les fusées avec Jules Verne, le Gun Club de Baltimore qui lance un obus sur la Lune, etc. Et puis nous aujourd'hui avec le TGV ou avec l'absolu qui est Internet, vitesse absolue. Bien. Cette révolution, elle commence à la fin du XVIIe siècle, où on se pose des questions très concrètes. Par exemple, fabriquer un pont qui ne se casse pas la gueule en cas de crue. C'est pas si simple. Jusque-là, vous avez tous, je ne sais pas si vous connaissez Blois, vous voyez ce magnifique pont de Blois, il est très caractéristique du pont de cette époque. Il est lourd, parce qu'on pense que le lourd résistera aux crues, au courant. Il est épais, il est massif, il a plein de piles qui tombent dans le fleuve. On se dit que le lourd va résister. Et puis, à partir du Xe siècle, on commence à se dire que le lourd, justement, c'est ce qui s'oppose au courant, c'est sur quoi le courant réagit le plus. Il faut fabriquer des ponts qui soient légers, au contraire, qui ne touchent pas le sol, pratiquement. Bon, vous voyez, on commence à se poser des problèmes. On se pose aussi des problèmes très concrets de comment fabriquer une route qui ne deviennent pas pleines d'ornières, pleines de boue, pleines de trous, etc. Il y a des images très belles dans le film sur Molière d'Ariane Mouchkine là-dessus, où on voit les convois qui se cassent la gueule dans la boue, etc. C'était ça le mouvement. Bien. Donc, première révolution qui s'amorce, c'est la révolution du mouvement. Et puis, une révolution de l'exactitude. On commence fin du XVIIe, XVIIIe, XIXe et aujourd'hui avec Google, bien entendu, on est à nouveau dans la précision la plus totale, à se demander quelle est la forme des choses, quelle est la position des choses. Savoir où on est dans le monde. Alors ça suppose de pouvoir se situer. Ça suppose de pouvoir prendre des coordonnées. Ça suppose de disposer de dimensions. On commence à se demander quelle est la forme de la Terre. Est-ce qu'elle est ronde ? Pas très évident. Les gens disent qu'elle n'est pas ronde, disent qu'elle est enflée au pôle, au contraire, elle est enflée à l'équateur, etc. On envoie des expéditions dans le monde entier pour mesurer le degré terrestre, etc. Donc, problème cartographique est montant. Et puis, on se demande si la Terre, c'est bien joli. On peut aller au Pérou, mesurer tout ça en Laponie, mais savoir
quelle distance me sépare du premier rang de ce fauteuil, ou quelle distance sépare Paris de Dunkerque, c'est des choses qu'on veut commencer à connaître. Donc, on a une des trois entreprises encyclopédiques de cette époque. Le premier, c'est la description des arts et métiers de Réaumur. Le deuxième, c'est l'encyclopédie de d'Alembert. Et la troisième, c'est la carte de France. On fabrique, la France est pionnière, l'Angleterre ensuite, etc., la première carte précise de la France. Carte qui a pour caractéristique, d'ailleurs, ce qui fâche un peu Louis XIV, de réduire la taille de la France. Vous avez tous en tête ces cartes de France du XVIe siècle. Elle est un peu épaissie, elle est un peu joufflue, dans le sens des longitudes. Et puis, quand on va préciser tout ça, la France va prendre un profil qui n'a pas bougé depuis. Bon, c'est moins marrant, il ne bouge plus, mais il est comme ça. On sait qu'il est comme ça. Bien. Et là-dessus, dans ce croisement mouvement territoire, va se greffer un rêve qui est un rêve de projection, qui est un rêve de croissance. Puisqu'on peut commencer à bouger, c'est que les richesses peuvent bouger. Elles peuvent aller, elles peuvent venir, etc., etc. C'est le débat actuel sur le traité avec le Canada, sur la mondialisation, évidemment, mais c'est un peu ça. Faire bouger les choses, les mettre en mouvement, capter la richesse, la portée, etc., va se greffer là-dessus un rêve qui est un rêve de croissance. Pas seulement un rêve de mouvement, mais un rêve de croissance. On va faire imaginer quelque chose pour les villes qu'on n'avait jamais imaginé, c'est qu'elles ont un devenir. Elles ne sont pas figées ad vitam aeternam, elles ne sont pas obligées, même si le baroque fait des merveilles, de devenir des œuvres d'art, elles peuvent aussi devenir des choses plus grandes, plus dynamiques, plus comme ça, dont l'extraordinaire soit lié à la fois à la taille et à l'échelle. Et vous allez voir apparaître, et c'est très très précisément daté, c'est le XVIIIe siècle, les premiers plans d'extension de villes, premiers plans d'agrandissement. Ceci, petite précision, c'est purement sur le plan des idées, car la vraie croissance urbaine, la vraie accélération de la croissance urbaine, elle ne vient que dans les années 1830. Or, le phénomène que je vous ai décrit, il date des années 1690 à 1800 à peu près. Donc bien avant que la croissance ne soit là, on imagine la croissance. Évidemment, pour les architectes, les urbanistes, il n'y a pas encore d'urbanistes, mais Remkoula s'en serait ravi d'ailleurs, c'est un problème tout à fait nouveau qui se pose. Problème de projection vers l'extérieur, et surtout un problème qui nous renvoie à ce thème des contours qu'on avait quitté un peu à la fin du Moyen-Âge, c'est qu'on doit dessiner quelque chose dont la limite bouge. On doit dessiner quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Donc on doit trouver des formes qui ne se définissent plus du tout par leurs contours et qui sont en quelque sorte des formes floues. Bon. Et c'est un sacré problème, parce que j'ai pas de cendrier sous la main, mais si j'avais un cendrier, ou si j'ai ce gobelet, c'est facile, comme une ville idéale, d'en dessiner le contour, comme on faisait à la Renaissance. On avait des villes étoilées, des villes rondes, des villes carrées, etc., etc. Dès lors que vous avez une limite, vous savez faire un projet. Dès lors que vous n'avez pas de limite, vous êtes un peu plus en difficulté. C'est d'ailleurs pourquoi la métropole parisienne, entre autres métropoles, a des difficultés à se définir. Quelle est la forme de cette métropole? Personne ne sait. Bien. Mais ce problème un peu compliqué commence à apparaître et va avoir... Alors, je vais revenir à l'espace public, ça a l'air un peu loin de l'espace public, mais c'est en fait tout près de l'espace public, va avoir deux conséquences successives. Le premier, c'est qu'on va commencer à imaginer de très jolis modèles de villes qui sont des villes dispersées, des villes qui sont conçues comme des auréoles, et comme des auréoles définies par des points qu'on distribuerait dans la nature. Vous avez ça chez Soufflot, vous avez ça chez Ledoux, les salines de Chaux,
Vous avez ça chez Boulay, bien entendu, etc. Et tous ces gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence par exemple, prenez la manière dont on pose le problème. À Ledoux, c'est Lavoisier qui lui pose le problème de fabriquer un mur d'octroi autour de Paris. C'est un truc très con, c'est pour arrêter les marchandises, capter les taxes, etc., etc. Et Ledoux, on lui demande un mur. Il fait une collection de points successifs. Il fait 54 barrières autour de Paris, qui sont 54 pavillons, comme ça. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un mur, c'est une collection de points. Et puis, vous avez des villes en Angleterre, Bath, Torquay, Brighton, etc., qui sont d'extraordinaires villes où on voit bien que le mélange nature-architecture est un mélange beaucoup plus libre, beaucoup plus dispersé. C'est d'une certaine manière la tradition des villas palladiennes, mais cette tradition, elle est médiatisée par un modèle, un diagramme. On a toujours besoin de diagrammes quand on fabrique des projets. Ce diagramme est donné par un élément dont on croit qu'il est romain à l'époque, mais qui bien entendu ne l'est pas, qui est le système de Stonehenge en Angleterre. Vous avez ces gravures qui se multiplient, d'abord chez Inigo Jones, puis chez Webb, puis chez d'autres, etc. Vous en trouvez 10 représentations chez Turner ou chez Wright of Derby, etc., des gens comme ça. Stonehenge, c'est justement des cercles en auréole qui ne sont composés que des points, dont les limites sont des limites discrètes, si vous voulez. Système de points, système discontinu, en quelque sorte. Donc on commence à imaginer un urbanisme dynamique et qui se projette dans la nature, en général dans de très très beaux paysages, très extraordinaires, de manière discontinue, comme ça. Bien. Si vous regardez un peu ce qu'a fait Luytens en Inde, les plans d'urbanisme qu'il a fait, c'est un peu ça. Si vous regardez Washington, qui, il est vrai, est une exception dans l'urbanisme quadrillé américain, c'est exactement ça. C'est comme ça. C'est une constellation. C'est le modèle de la constellation. On tutoie le paysage et l'architecture se projette comme ça, de manière, en élément discret dans le paysage. C'est très frappant à Washington. Bon, mais c'est une bizarrerie parce qu'on ne sait pas où l'enfant, je crois que c'est un plan de 1780 ou 85, je ne sais plus très bien, Washington. On ne sait pas où l'enfant a trouvé ses références. On ne sait pas s'il est passé en France, etc. Bien. Tout le monde patauge sur ce point-là. Mais c'est un très, très beau plan. Bien. Alors, on sent mal l'espace public là-dedans, sauf qu'il va se produire en Angleterre, à partir de la fin 18e, et en Europe continentale, à partir des années 1820, 30, 40, un vrai phénomène de croissance urbaine, une vraie accélération de la croissance urbaine. Vous connaissez les chiffres. Chicago, qui est un comptoir de trappeurs en 1820, passe à 1 million d'habitants 60 ans après. L'incendie de 1873 détruit Chicago. 5 ans après, Chicago est reconstruite. Donc des dynamiques urbaines dont on n'avait pas idée auparavant. Bien. Donc un premier phénomène de métropolisation qui apparaît au XIXe siècle, et le terme de métropole qui apparaît, lui, à la fin XVIIIe. Très caractéristique que ce terme de métropole, que on ne l'a pas inventé dans les 15 dernières années, il apparaît à la fin XVIIIe comme ça. Sauf que le XIXe siècle va interpréter ces plans des Lumières, ces plans XVIIIemistes vont être interprétés à l'envers. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est que vous aviez un modèle en constellation de villes qui se dispersaient dans la nature. C'est le grand modèle des années 1750 à 1820 à peu près. Et vous aurez entre 1840 et 1910, jusqu'au grand plan de Burnham de Chicago, le même modèle, mais retourné comme un gant. C'est-à-dire que la constellation, on va la fabriquer à l'intérieur même du corps urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jardins ou les paysages qu'on allait chercher architecturalement au loin, on va les transformer en jardins, et ces jardins eux-mêmes seront des constellations, des systèmes de parcs
des systèmes de squares, etc., qui vont devenir intérieurs aux villes. Vous aviez les routes qui sortaient des villes, et ces routes, on va les réinventer à l'intérieur des villes avec des technologies particulières pour fabriquer de la vitesse. C'est très caractéristique des métropoles que les métropoles aient dû faire des tramways, aient dû inventer des métros et des tramways. Ces métros, ces tramways, ce sont vraiment des créatures de la croissance et des créatures de ce retournement, de cette inversion. Ce n'est plus une ville qui s'invente en essayant de disperser ses limites, c'est une ville qui s'invente en ramenant la nature ou la technologie en son centre. Et évidemment, tout l'extraordinaire de ces paysages du XIXe siècle que Paul Chemetov a étudié sur le plan de l'architecture industrielle, c'est fantastique. La Tour Eiffel. Mettre un phare à l'intérieur d'une ville, c'est vraiment très caractéristique de ce retournement. Voilà, les phares, on allait les chercher au loin. Il y a cette gravure extraordinaire du phare de Snitton, vous savez, qui est un phare au large de Plymouth, qui a été refait 40 fois parce que la mer était trop forte, il ne tenait pas. Et puis un ingénieur anglais en 1760 qui a fabriqué une espèce de Rubik's Cube avec des pierres. Les pierres étaient solidaires les unes des autres, et ce phare a tenu 60 ans. Donc ça a été la première grande prouesse technologique, et c'est la gravure que Jules Verne avait sous son oreiller, toute sa vie. Voilà. Bon, donc c'est... Victor Hugo en a donné des versions, ce fameux phare anglais. Donc je pense que la deuxième couche que nous avons en tête quand nous parlons d'espace public, c'est ce retournement de la nature et de la technique à l'intérieur de la ville. Il a fabriqué des espaces publics extraordinaires qui sont notre matière première. Les fontes, les écrous, les ferrailles, les colonnes Wallace, les ponts, les viaducs de Bir Hakeim, les buttes Chaumont, absolument incroyable, les buttes Chaumont. C'est une espèce de fiction de nature ramenée à l'intérieur de Paris. Voilà. Donc, je crois qu'on a là la deuxième matière dont j'ai dit tout à l'heure que je m'étais gouré avec la place de la République en effaçant ces tritons merveilleux, et que Anne Hidalgo se trompait un peu en pensant aussi qu'on pouvait remplacer la sublime avenue Foch par des hôtels de luxe. Bien, tout le monde se trompe. Et puis, et là j'entre en terrain mouvant, un terrain que je ne maîtrise pas du tout, quelle est la troisième couche qui met en crise tout ce système et qui fait que nous avons tant de mal à parler d'espace public. Je crois d'abord que c'est un rêve idiot, et absolument idiot et magnifique, qui apparaît un peu au XIXe siècle, et beaucoup à la fin du XIXe, XXe siècle. C'est l'idée que les villes sont en trop. Que certes on a des métropoles, mais justement le problème de la métropole, c'est la métropole. Bien. Et au fond, l'essentiel de la culture urbanistique du XXe siècle, c'est une culture anti-métropolitaine, archi-anti-métropolitaine. Alors, quand je dis qu'elle est idiote et merveilleuse, c'est qu'elle est tout de même merveilleuse. Alors pourquoi elle est idiote ? Elle est idiote parce que c'est au moment où cette accélération de la croissance urbaine ne cesse pas, et c'est pas le mouvement moderne qui l'a fait cesser. Bien, au contraire, on a de 1830 à aujourd'hui, on est dans une accélération permanente. Bien. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire qu'il faut se passer de la ville, d'une certaine manière. Qu'entre le plus ou moins de villes, il faut choisir le moins. Bien. Évidemment, vous avez là 1000 théories qui se développent. Vous avez la plus belle, c'est les 40 pages de Guedes dans un livre de 1920 où il dit voilà,
On sort d'une époque charbonneuse, noire, pleine de fumée, industrielle, etc., de pauvreté massive, de métropoles géantes et épouvantables. Quel est l'idéal de demain? Et Guedes, on est en 1920, dit l'idéal, c'est la Norvège. C'est la Norvège. Pourquoi c'est la Norvège? Eh bien, Guedes explique que c'est la Norvège parce qu'on peut voyager. On ne pouvait pas voyager autrement. On peut voyager. On dispose, si on est intelligent et qu'on s'intéresse aux énergies renouvelables, de toute l'énergie hydroélectrique du monde en Norvège, qui peut être décentralisée, qui peut faire l'objet de 1000 centrales, etc. Pourquoi on va s'emmerder à s'entasser dans des métropoles quand on pourrait habiter au paradis, dans ce paradis-là? Donc l'idée qu'on peut habiter la Terre qui apparaît. Vous la retrouvez chez Wright, bien entendu, à Brodark City, d'une certaine manière. Vous la retrouvez aussi un peu asymptotiquement chez les architectes européens. Vous la retrouvez chez Fuller, évidemment. Oui, 1923, le scénario de Fuller, où Fuller dit « Maintenant, on a les avions, mais surtout, on a beaucoup mieux que les avions, on a les dirigeables. Et puis, on a des technologies de construction qui nous permettent de construire léger. » Pourquoi, dit-il, ne pas imaginer de fabriquer... Il a en tête le gratte-ciel de Pyrex de Wright, de la Johnson Wax. Des gratte-ciels d'aluminium qui soient légers comme des plumes. On les transporte par des dirigeables et on les dépose dans le désert du Nevada ou que sais-je, etc. Et voilà, c'est ça la vie de demain. Donc, et puis, ce n'est pas une utopie qui s'arrête là, c'est-à-dire avant la guerre de 40, c'est une utopie qui continue absolument de manière extraordinaire avec Archigram, bien entendu, qui pousse ça jusque dans les années 70 à l'extrême limite, puisque les derniers photomontages d'Archigram, vous les connaissez, ce sont des babacools avec des filles et des mecs magnifiques à poil qui habitent dans des déserts. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Colin Rowe disait faut se méfier de ces images parce que c'est certainement une Lamborghini qui traîne dans un coin. Mais voilà, tout de même, vous voyez qu'on a été en matière d'idéalité urbaine dans un très grand paradoxe au XXe siècle, c'est que notre futur était anti-métropolitain. Bon. Sauf que la croissance urbaine n'a pas écouté les architectes, n'a pas écouté les rêveurs, elle ne s'est pas arrêtée pour autant, ni la croissance, ni l'agglomération urbaine, ni les phénomènes d'agglomération. Même sur la base des tissus fragmentés du mouvement moderne, la ville a continué de s'agglomérer. Et c'est d'une certaine manière la grande découverte des années 60, si on prend 60 comme référence, si on prend Gottman, le livre de Gottman, mais il y en a bien d'autres depuis. Tous les livres, aujourd'hui, prenez Glaser, prenez qui vous voulez, font l'éloge de la métropole, un éloge infini en disant qu'on est dans le monde, on est entré dans le monde, c'est faux bien sûr, mais on est entré dans le monde métropolitain, on est en plein triomphe de la ville. Vous voyez qu'après cette espèce de ce rêve assez spécialisé, assez professionnel de quitter la ville, on a actuellement une adhésion générale au phénomène métropolitain. C'est frappant. Alors, pour rester très, très culture architecturale, mais c'est un peu bête, le génie de l'affaire, évidemment, c'est Rem Koolhaas. Bien. Non pas seulement parce qu'il n'est pas le premier à s'être intéressé au phénomène de métropolisation, mais c'est parce qu'il l'a transformé en conte de fées. Ce sont ces contes de fées qui sont parus dans Casabella dans les années 72-76, notamment celui qui est bien connu, qui s'appelle la ville du globe captif. La ville du globe captif, c'est calqué sur un film avec Gary Cooper, dont le nom m'échappe, d'un architecte moderne qui est emmerdé par les postmodernes, qui est emmerdé par les promoteurs et qui veut être héroïquement moderne, etc. etc. C'est la position de Koolhaas, évidemment. Et Koolhaas raconte que un jour, le maire de New York, lui aussi un peu fatigué de l'architecture postmoderne des années 70-80, décide de sacrifier, un peu comme Olmsted, Olmsted
avait sacrifié une quarantaine d'îlots de Central Park pour faire Central Park, enfin de New York pour faire Central Park, il décide de prélever 18 îlots, comme ça, dans New York, et il va chercher, dans une espèce de trans-spirit, tous les architectes modernes qui ont été martyrisés, ceux qu'on n'a pas écoutés, ceux dont on n'a pas réalisé les projets. Donc il va chercher Leonidov, il va chercher Bruno Taut, il va chercher Salvador Dali, qui n'est pas architecte, etc. Il va chercher Super Studio, qu'on n'a pas écouté en Europe, etc. Et il leur demande, tous ces gens qui étaient des architectes modernes des années 20, en général 20 à 40, dont les projets n'ont pas été réalisés, Melnikov, etc., et qui ne rêvaient que de quitter la ville, il les fait revenir dans New York. Et il y a ce dessin, qui n'est pas le meilleur dessin de Ramkoulas, il est assez laid, mais il est génial conceptuellement, où, au fond, tous les errants du début du siècle reviennent au cœur de la métropole, comme une espèce en se couvrant de cendres, d'une certaine manière, en disant on a eu raison, notre architecture moderne était la plus belle, mais on a eu tort, car le lieu de cette architecture magnifique, c'était bien la ville. Donc vous voyez ça, se plie comme ça. Bien. Donc on est dans la troisième couche aujourd'hui, qui est cette passion métropolitaine, ce triomphe métropolitain, dans laquelle on baigne, dont tout le monde fait l'éloge, notamment chez les architectes, que je ne partage pas du tout personnellement, l'éloge effréné de la densité. Bien. Seulement, la situation me semble extrêmement compliquée à cet égard-là. Premièrement, je crois que avec les technologies numériques, on est dans une situation très paradoxale par rapport entre le numérique et l'architecture, entre le solide et le liquide, si vous voulez. Il y a quelque chose qui fait que c'est le liquide qui triomphe, c'est l'éphémère qui triomphe, c'est l'immatériel qui triomphe. Parce que cette révolution numérique est considérable, dont on voit à peine les effets encore, à mon avis, elle est libératrice à certains égards. Elle permet de téléphoner sur mon portable, elle permet sans doute demain d'avoir des voitures sans chauffeur, etc. Et donc des voitures sans chauffeur, on peut espérer qu'il y aura moins de voitures. Et s'il y a moins de voitures, on peut espérer qu'on pourra à nouveau marcher dans les villes et que les cyclistes seront chez eux, etc. Mais en même temps, elle est extrêmement soustractive pour la matière urbaine. Bon, c'est-à-dire que on n'imagine pas l'incendie de Chicago de 1873 et sa reconstruction en quelques années, c'était apporter une masse minérale considérable et n'investir que là-dedans, bien entendu. On n'imagine plus un tel investissement. Donc, à mon avis, il y a tout de même une crise du solide qui est en cours, qui fait que, le voudrait-on, on ne refabriquera pas des métropoles aussi extraordinaires sur ce plan-là qu'on avait pu le faire. Voilà, je ne crois pas pour l'instant. Bien. Alors, on peut en discuter, hein, parce qu'au niveau mondial, il y a tout de même on n'a jamais construit autant qu'aujourd'hui, donc ce que je dis peut se discuter, mais en tout cas, il y a sans doute un appauvrissement de la matière urbaine. Deuxième chose, c'est qu'il nous est tombé dessus le réchauffement climatique. Il nous est tombé dessus une crise planétaire gravissime, et notamment l'intuition géniale de William Rees et de Walkenhagen d'il y a 30 ans, que quand on a une ville, en fait, cette ville n'est pas de la taille de mon portable, mais c'est apparemment, elle est de la taille de mon portable, elle est 20, 100, 300 fois plus grande. C'est-à-dire que cette ville a une ombre. Son ombre, c'est son empreinte écologique. Alors nous aussi, nous avons une empreinte écologique, mais les villes particulièrement. Il faut, d'après les calculs de Rees et Walkenhagen, pour fabriquer, maintenir, nourrir,
gérer Tokyo-Osaka, il faut à peu près 2 territoires comme le Japon. C'est à peu près ce que ça consomme en ressources permanentes. Bien. Vous savez qu'il nous faut 3 terres au rythme où on va. Vous savez que chaque année, quand on est en juin ou juillet, on a déjà dépassé la capacité de la Terre à se renouveler. Donc on a 5 mois de mauvais, là, déjà, chaque année, etc. Et dans notre manière d'appréhender la ville, il y a bien sûr l'éloge branché de la métropole, mais il y a aussi l'inquiétude. Une inquiétude très très forte liée à ce phénomène métropolitain. Bien. Et cette inquiétude, elle se traduit pour l'espace public par un rêve un peu bêta, qui est l'idée qu'il faut le naturaliser, que l'artifice qu'est la ville, il faut d'une certaine manière le neutraliser et le naturaliser. Bien. Et c'est à ce prisme de naturalisation qu'on juge les bons et mauvais projets d'espace public ou même bons et mauvais projets d'architecture actuellement. Bien. Alors je n'ai rien contre les arbres, je n'ai rien contre les plantes, au contraire, mais c'est un deuxième problème, oui, une deuxième difficulté dans la manière dont on pense, dont on appréhende la métropole. Et puis ça a une conséquence, enfin plutôt, ces évolutions ne font pas qu'on ait quitté l'architecture moderne, l'urbanisme moderne. C'est-à-dire que cet urbanisme qui s'est installé dans les années 20, discontinu, fonctionnel, travaillant par plage, etc., ne soudant jamais les choses les unes aux autres, je ne crois pas du tout qu'on l'ait quitté. Et l'architecture au prisme de ces évolutions, elle prend 2 tours actuellement, qui sont des tours pour l'un qui est un échec et pour l'autre qui est une bizarrerie. Échec parce que les architectures extravagantes, et d'ailleurs souvent étonnantes, et d'ailleurs souvent intéressantes, qu'on fabrique au niveau mondial, sont des architectures qui miment la ville. Vous avez tous en tête ce qu'on demande aujourd'hui. Si vous faites un concours, alors je ne vais pas prendre la ville de Paris pour une fois, bien que ce serait parfait, mais Los Angeles, qu'est-ce qu'on vous demandera d'un bâtiment? On vous demandera qu'il fasse tout, qu'il ait 1000 fonctions, qu'il ait des hauts et des bas, qu'on puisse s'y promener, qu'il ait un intérieur vivant, qu'il soit hyper connecté, etc., etc. Même qu'il joue les acrobates, qu'il tienne sur la pointe et qu'il est comme le théâtre, le grand théâtre qui vient d'être livré à Hambourg, même 1000 fonctions à l'intérieur, dont un théâtre au milieu, etc. Ou le Chard de piano aussi est un peu ça, avec 1000 équipements superposés à l'intérieur d'une tour qui est aussi une tour de bureau, etc. C'est-à-dire qu'on demande au bâtiment de mimer la ville. Et ils y réussissent fort bien, sauf que la seule chose qu'ils n'arrivent pas à fabriquer, c'est la ville. Puisque justement, ils reportent en eux-mêmes des fonctions qui étaient les fonctions de la ville. C'est une des tendances, à mon avis, actuellement, mais qui ne nous détache pas de l'architecture moderne et du discontinu. Et puis la deuxième tendance qui est beaucoup plus étrange, qui est beaucoup plus bizarre, c'est qu'on demande, où on voudrait des architectures qu'elles soient des pétrifications de la nature, qu'elles ressemblent, toujours pour cette même raison, parce que nous aimons les métropoles, mais nous ne les aimons pas. Nous voulons de la densité, mais nous voulons la naturaliser. Et donc on demande aux bâtiments de ressembler à des fougères, à des concombres, à des canopées, etc., etc. Donc d'être comme des milieux naturels, sauf qu'un milieu naturel, c'est une population. Et qu'il faudrait 10 000 canopées pour faire une population, 10 000 concombres pour faire un biotope, etc., et qu'on n'y arrive pas. Donc vous voyez que même là, même au niveau architectural, on n'est pas tout à fait en paix avec la métropole. Voilà un peu pourquoi, à mon avis, quand on parle d'espace public, on a plusieurs strates comme ça historiques qu'on manipule, les unes positives, les autres négatives ou les autres en crise. Voilà un peu ce que j'ai en tête. Alors, c'est pas très clair, hein, mais ce que je pourrais dire des espaces publics.